Bonjour ou rebonjour pour notre deuxième table ronde sur ce siècle live. On va parler d'investissement socialement responsable avec mes invités Audrey Servadio, responsable RSE chez Mercialis. À vos côtés, Jean-Éric Fournier, directeur du développement durable chez Covivio et représentant de la FSIF ici ce matin. Et puis à ma gauche, Éric Duvaux, associé chez EY, plus spécifiquement sur le Sustainable Performance et Transformation, excusez-moi pour l'accent. On va parler d'investissement socialement responsable. Je rappelle juste les grands enjeux de la thématique. Il y a des enjeux environnementaux, mondiaux et sociaux qui commencent à être intégrés maintenant par les entreprises et notamment dans les éléments extra-financiers pour mesurer la performance notamment des entreprises. Des engagements que les investisseurs prennent de plus en plus en compte et qu'on retrouve également dans la réglementation. Je voudrais qu'on démarre d'abord par les enjeux réglementaires avec vous, Éric Duvaux, pour nous présenter un petit peu le cadre réglementaire au niveau national et européen. Je crois qu'on va parler un tout petit peu aussi de taxonomie. Ça intéresse quelques-uns de mes interlocuteurs. Mais je vous laisse tout de suite la parole, Éric, sur ce contexte et ces enjeux réglementaires. Merci Gaël. Donc effectivement, on peut remettre déjà les politiques publiques dans leur contexte géopolitique. Donc l'Europe aujourd'hui joue un rôle majeur et a pris des engagements en matière environnementale avec ce qu'on appelle le Green Deal, qui est la politique européenne de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui consiste à orienter les financements privés vers le financement de la transition écologique. Et donc ça, c'est un élément majeur de la situation actuelle, puisque donc la France est engagée sur l'Europe s'est engagée sur la neutralité carbone à 2050. La Chine vient d'annoncer qu'elle allait le faire en 2060, et les États-Unis avec Joe Biden vont probablement emboîter le pas de l'Europe et de la Chine. Donc aujourd'hui, la politique vise à principalement améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et puis également à décarboner les bâtiments. Le bâtiment, c'est entre un quart et un tiers des émissions de carbone au niveau mondial, et en France, c'est exactement à peu près les mêmes proportions. Ce qui veut dire que c'est un fort effet de levier, c'est un peu le problème et la solution. Exactement. Mais une des difficultés, c'est qu'on a un parc existant qui est lourd et qui se renouvelle lentement, à peu près de l'ordre de 2% par an. Donc sur l'existant, il faut faire de l'efficacité énergétique, et puis on peut acheter de l'électricité verte, l'électricité renouvelable. Et sur le neuf, par contre, il y a ces 2% par an, donc même au bout de 30 ans, on n'aura pas renouvelé l'intégralité du parc. Et donc là-dessus, on a des réglementations comme les réglementations, les RT et la RE 2020. Et donc, ce qui s'est passé depuis 10 ans, au moins en France, c'est que les propriétaires ont fait ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire qu'ils ont investi pour améliorer l'efficacité énergétique quand le retour sur investissement était court, inférieur à 1 an ou à 3 ans. Donc, c'était du relamping, un peu d'isolation, des choses assez basiques, où on avait un retour sur investissement rapide. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver à financer la transition bas carbone, qui, elle, va coûter cher, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Et donc, on parle de plusieurs dizaines de milliards, rien que pour la France, par an. Et donc, la politique européenne consiste à, par des mesures sur la transparence, à orienter les investissements privés vers cette transition, ou au moins que ce soit privilégié. Et donc, c'est ce dont je voulais vous parler. Donc donc la rupture est quand même nécessaire là. Pourquoi ? Parce on est un peu face au mur. Les deux échéances pour rester dans les accords de Paris avec un réchauffement limité à 2 degrés, c'est 2030 puis 2050, mais après c'est trop tard. Et donc il faut, comme on voit qu'il y a énormément d'inertie dans le bâtiment pour transformer le parc, il faut démarrer dès maintenant. Oui, juste avant, c'est pas trop tard. Juste avant de rentrer un peu dans le détail de votre présentation. Sur le côté calendrier, c'est pas trop tard pour y aller? Il faut y aller maintenant? Je pense qu'on n'atteindra pas les 2 degrés. Bon, on ne respectera pas les 2 degrés. Mais, d'accord. Mais donc c'est effectivement déjà un peu tard, mais c'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut faire tout ce qu'on peut. Je vous donne juste la parole de 2 minutes sur cette urgence et sur ce calendrier. Vous, comment vous le vivez? Est-ce que vous sentez que c'est au quotidien, que c'est maintenant qu'il faut y aller et que vous avez enclenché les actions?
Ou est-ce que vous dites c'est peut-être un peu trop tard, donc je suis près du mur. Moi, quand je suis près du mur, j'accélère pas, normalement. J'essaie d'anticiper le choc. Non, je pense que les deux sociétés qu'on représente, on n'a pas attendu et justement, on s'est engagé même avant ça. Donc, on est déjà en action. Mais effectivement, je rejoins ce que dit Eric, c'est qu'il faut que l'ensemble des entreprises se mobilisent et accélèrent pour qu'effectivement, on n'aille pas dans le mur. Absolument, non. Je crois que c'est tout secteur confondu, évidemment, pour le bâtiment et l'immobilier, qui tient toute sa place dans ses engagements. Et les grandes foncières françaises, les foncières françaises, n'ont pas attendu, et ça fait plus de 10 ans qu'elles travaillent ardemment à tous ces sujets. Eric, je vous redonne la parole. On va rentrer un peu dans le... Oui, alors, on a un beau schéma, là. Là, on a un schéma, c'est juste pour montrer... En fait, c'est un schéma qui n'est pas très compréhensible, mais c'est juste pour montrer chaque boîte représente une réglementation européenne qui est en cours de discussion ou d'application actuellement sur la finance durable. Donc, c'est juste pour obliger tous les acteurs financiers, les banques, les sociétés de gestion, les assureurs, à orienter leurs investissements vers les actifs et les constructions durables. Et donc c'est d'une complexité importante. Et il y a deux... C'est encore plus compliqué que de monter une armoire en kit. Hein. C'est clair. Ouais. Et donc on a deux notamment réglementations qui sont importantes, qui sont la taxonomie verte et le règlement disclosure. Donc le règlement disclosure, c'est deux réglementations qui ont déjà été votées. Ce ne sont pas des directives, ce sont des règlements donc d'application immédiate sans transposition. Et donc le règlement disclosure s'applique aux sociétés de gestion et aux investisseurs et va les obliger à publier progressivement à partir de l'année prochaine la part verte de leurs investissements, de leur portefeuille d'investissement. Et donc ça, c'est une pression par la transparence, en fait, parce qu'évidemment, pour collecter de l'épargne, ça fera bien de dire, moi, si vous achetez ma part de la CPI ou mon produit financier, il est à 50% investi dans des projets en faveur de la transition durable. Et donc, du coup, on collectera plus facilement. En tout cas, c'est le pari qui est fait. D'accord, mais il n'y a pas de sanction. Alors, la sanction, c'est juste l'affichage, effectivement. Alors, il y a non, il n'y a pas de sanction. Donc, c'est le marché qui sanctionnera. C'est en quelque sorte de la soft law, mais c'est assez puissant, à notre avis, vu ce qu'on voit déjà comme positionnement des investisseurs. Donc, ça, c'est l'obligation faite aux investisseurs. Et puis, elle s'accompagne d'une réglementation qui s'appelle la taxonomie verte, qui vise à définir aussi bien pour les investisseurs que pour les émetteurs, donc les foncières, par exemple, ce qu'est une activité verte ou un investissement vert. Donc ça, c'est basé sur des critères techniques de performance qui sont souvent du kilowattheure par mètre carré, donc la performance énergétique. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont pouvoir dire, donc l'investisseur va pouvoir dire, moi, dans mon portefeuille, j'ai X% d'activité ou d'investissement vert, mais ensuite, vous, foncière, vous devrez également discloser tous les ans combien vous avez d'investissement ou de part d'investissement qui est verte, qui répond donc à ces seuils de performance énergétique et carbone. Donc ensuite, les financements... Ça, juste sur la taxonomie, c'est d'application immédiate aujourd'hui ou il y a besoin d'une transposition ? Les entreprises, ça va être imposé pour toutes les entreprises sur l'exercice 2021 en Europe. Donc c'est demain, quoi. D'accord, ça n'a pas été repoussé à cause de la crise sanitaire ou autre chose. Non, ça, on reste sur le... Ouais. Donc la taxonomie, c'est un langage qui définit ce qui est durable et ce qui ne l'est pas. Donc dans l'immobilier, on va savoir ce qu'est un centre commercial durable et ce qu'est un bureau durable, par exemple, ou une maison durable. Et ensuite, il y a tout un tas, dans les petites boîtes vertes qu'on voit à l'écran, là, il y a tout un tas d'outils type la labellisation ISR immobilier, qui est une invention française, mais qui vise à labelliser finalement les produits financiers pour accélérer la collecte et améliorer la collecte. Il y aura également l'écolabel, il va y avoir les green bonds ou les sustainable linked loans, donc les financements, des instruments de financement des entreprises qui seront corrélés aux performances énergétiques et carbone des investissements. Et donc, si vous voulez investir pour construire ou pour rénover des nouveaux actifs, eh bien, il faudra que vous répondiez à cette taxonomie, que vous soyez conforme à la taxonomie pour pouvoir attirer les investisseurs. Donc ça va avoir un effet de levier fort. Et est-ce que cette taxonomie va renvoyer un petit peu à la poubelle tous les labels qu'on a pu connaître, et notamment dans l'immobilier, les labels HQE, BREEAM ou LEED sur le bureau? Est-ce que vous êtes déjà en train de vous dire que finalement, ces labels qui étaient des labels commerciaux, qui avaient une certaine utilité aussi, est-ce que finalement, avec cette taxonomie, on n'en a plus besoin,
Je pense qu'on va avoir en fait 2 systèmes qui vont vivre de manière parallèle. Je pense que les certifications auxquelles tu fais référence, HQE, LEED, BREEAM, qui sont des certifications globales sur les performances de l'immeuble, mais entendu dans un sens large, et pas seulement sur l'énergie, qui est un sujet bien évidemment important, celui du carbone aussi, ô combien, dans le cadre de la transition climatique. Mais en revanche, il y a tout un tas d'autres sujets à adresser sur la biodiversité, la mobilité, etc. Donc, qui sont des sujets en réalité que la taxonomie va traiter également, dans un souci de simplification, on va dire, pour le prendre de manière humoristique. Il faudra faire en sorte que ces grands thèmes ne soient pas contradictoires entre eux et qu'un thème ne soit pas poussé au détriment d'un autre. Donc, c'est déjà dans la démonstration, on sent que on va devoir s'organiser un petit peu. Et ce que je crois, c'est que les grandes certifications globales vont devoir évoluer. Dans un premier temps, on aura ce système parallèle avec deux approches différentes qui vont se conjuguer et qu'on sera obligé d'expliciter dans nos reporting RSE annuels. Et puis, dans un deuxième temps, je souhaite que les certifications globales intègrent les sujets de taxonomie pour apporter la démonstration qu'en obtenant cette certification, on satisfait pleinement aux exigences de la taxonomie. Parce que sinon, on sera obligé d'entrer dans une démonstration externe qui risque d'être assez sophistiquée et qui serait peu lisible. L'intérêt de ces grandes certifications classiques, c'est qu'elles sont connues aujourd'hui de tout le monde. Elles sont connues des constructeurs, elles sont connues des propriétaires, des investisseurs au sens propriétaires d'immeubles, elles sont connues des locataires, elles sont connues de toute la planète financière et puis des analystes, des agences de notation. Et elles ont fait la différence, elles ont fait leurs preuves. Oui, je pense que c'est un bon outil, effectivement, pour les entreprises, d'avoir un schéma global qui leur permette de s'insérer dans une démarche d'amélioration, puis de valoriser vis-à-vis de l'extérieur, effectivement, toutes les actions mises en œuvre. Je partage le point de Jean-Éric et je pense que les deux systèmes coexisteront en parallèle parce que, effectivement, il y a une démarche qui est réglementaire, qui s'axe principalement, dans un premier temps, autour du carbone et de l'énergie, qui va ensuite, effectivement, s'attaquer à d'autres chantiers environnementaux majeurs. Mais il y a aussi, en parallèle, une démarche volontaire de la part d'une entreprise sur un actif en particulier et qui va sur d'autres thématiques que celles qui sont pourvues, comme la santé et le confort. Et donc, je partage ton point que dans un premier temps, ça va coexister et que forcément, les certifications du coup de l'émergence de cette taxonomie vont devoir s'adapter, vont prévoir des mises à jour et vont certainement aller sur un niveau supérieur à la taxonomie pour effectivement inciter encore plus les entreprises à être vertueux au-delà de la réglementation. Dans ce maquis de la réglementation, excusez-moi d'avoir un regard légèrement extérieur, elle se place où la RE 2020 j'adore toujours Cécile dans la taxonomie au bout d'un moment, parce que là on est en train de basculer d'une logique d'économie d'énergie à une logique de décarbonation avec cette nouvelle réglementation. Oui, alors les deux sont assez liés, mais effectivement, la RE 2020, c'est sur la construction neuve, donc ça fixe un niveau de qualité de performance des constructions neuves, et donc la taxonomie va s'appuyer sur ce type de réglementation. Sur la partie rénovation et exploitation et gestion des actifs, là on sera plutôt proche du décret tertiaire. Donc qu'on peut retenir comme critère, c'est l'étiquette B de performance énergétique, par exemple, qui sera un seuil. Après, une autre sur les constructions, la taxonomie va probablement assez rapidement retenir les 15% les plus performants des actifs construits par segment de marché. Donc ce sera il faudra être dans les 15% les plus performants des centres commerciaux pour être taxonomie compatible. Qu'est-ce qu'ils deviennent les autres alors ? Ils ne seront pas taxonomie compatibles et donc ils auront plus de difficultés à se faire financer. En tout cas, pas par des financements qualifiés de verts. Oui. D'accord. Ça, c'est vraiment pour orienter le vert et dire la définition d'un actif vert, c'est quoi ? C'est ça la taxonomie. Voilà, donc pour être éligible, alors effectivement, il y a cette position des 15% les plus performants et où il y a des discussions aujourd'hui de retenir ce qu'on appelle en France le diagnostic de performance énergétique.
avec un sujet quand même, c'est que ce qui est retenu comme seule étiquette, c'est les mêmes étiquettes avec des niveaux de consommation différents, bien sûr, que le système des étiquettes qu'on trouve sur des réfrigérateurs ou des voitures. Ça marche, ça. Donc, tout le monde tout le monde a A. Tout le monde a la meilleure note. Alors, peut-être dans certains secteurs, mais sur le domaine du bâtiment... Non, oui, dans l'immobilier, oui. Je restais sur les frigos. Là. Et sur des immeubles rénovés, également, la contrainte est très, très élevée. Donc, ça va faire partie aussi des sujets d'ajustement, de pouvoir aussi avoir des critères qui soient compatibles avec la réalité des choses. Par rapport à votre réponse sur la question très pertinente de Gaël, c'est effectivement, il y aura certainement une cohabitation des deux, mais la taxonomie fixe quand même des seuils très ambitieux. Donc, voilà, il faudra trouver sa place, il faudra que chacun trouve sa place. Et peut-être un dernier mot pour finir le panorama réglementaire. Donc ça, c'est le Green Deal qui vise à orienter les financements vers la transition énergétique et bas carbone. Mais derrière, la Commission a aussi en tête de faire basculer les bâtiments dans ce qu'on appelle l'EU ETS, donc le système de trading des quotas d'émissions de carbone. Et donc ça voudrait dire qu'il y aurait un quota par propriétaire d'émissions de carbone. Et donc ça, c'est une manière, pour le coup, financière et pécuniaire, de contraindre le secteur du bâtiment à réduire ses émissions. Là, on est en train de rétablir une taxe pollueur-payeur. C'est ça. Ça revient un peu à ça. D'accord. C'est un autre mécanisme, mais le principe, c'est ça. Et donc, ça, c'est l'étape suivante si la soft law du financement par la transparence ne fonctionne pas assez vite, en fait. Et dernier point, la taxonomie européenne, elle est en train d'être développée en Asie, au Japon, au Canada, alors pas encore aux États-Unis, mais donc je pense que cette réglementation va être copiée. Elle mériterait juste d'être simplifiée, parce qu'aujourd'hui en Europe, c'est très très compliqué à mettre en œuvre. D'accord, on a besoin de spécialistes comme vous, faut voir le côté positif. C'est compliqué, mieux c'est pour nous. Oui, je pense que pour vous, ce serait quand même bien que ce soit simplifié. Justement, on va parler un petit peu de côté foncière, comment vous traduisez ces obligations finalement dans vos stratégies et dans vos politiques. Sur les portefeuilles existants d'abord, et puis on va parler aussi du pipe de développement, parce que toute foncière qui se respecte a toujours un pipe de développement. Audrey, comment ça se traduit chez Mercialis, ces obligations ? Les obligations réglementaires, c'est la base d'une démarche RSE, donc bien sûr, on les suit, on les anticipe et on les met en œuvre quand elles arrivent. L'idée, c'est de ne pas axer notre démarche RSE autour de ça, mais de les intégrer à notre démarche RSE, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais l'idée première, c'est de poursuivre nos démarches existantes et d'intégrer au fur et à mesure la réglementation et de voir quels sont les sujets émergents de la réglementation, comme on le disait, la taxonomie européenne, qui peuvent souligner et accélérer notre stratégie RSE. Donc ces sujets de décret tertiaire, ces sujets de taxonomie européenne, bien sûr qu'on les a en tête, mais pour autant, comme on le disait, on avait déjà mis des démarches en place sur la certification environnementale de nos actifs de manière déployée sur le patrimoine, et ça permet juste effectivement de les valoriser, de les amplifier et de les déployer sur l'ensemble du parc. Donc pour nous, c'est plus un outil et un amplificateur que réellement un guide au quotidien, même si de toute façon, on est obligé de les respecter. Donc à terme, il faut stricto sensu vérifier la réglementation. Jean-Éric ? Oui, on a anticipé aussi chez Covivio, comme c'est le cas chez la plupart de nos foncières, enfin chez la totalité même de nos foncières, à ma connaissance, française, on a anticipé ces réglementations au maximum. C'est une façon aussi de défendre la valeur des actifs, de faire en sorte d'avoir cette anticipation. C'est vrai que les certifications type HQE, BREEAM ou LEED évoquées tout à l'heure constituent des marqueurs forts. Par exemple, chez Covivio, on a l'ambition d'avoir 100% de notre parc, de nos portefeuilles qui soient certifiés à l'horizon 2025. Aujourd'hui, on en est à peu près 85% déjà. Et donc, pour nous, c'est un élément très, très qualitatif. C'est pas le seul, bien évidemment, mais ça en fait partie. Et donc, le fait de changer de mode de qualification de la qualité des immeubles avec le système de la taxonomie, c'est quelque chose aussi qu'on anticipe aujourd'hui. On s'intéresse beaucoup à la façon dont on sera apprécié dans l'avenir. Mais je pense que ce qui sera regardé par les analystes, par les investisseurs, en fait, c'est l'ensemble de la politique RSE des entreprises. La cohérence globale et pas seulement une réponse à un moment donné face à une réglementation.
Ça se retrouve, ça, dans les yeux des analystes ou dans l'attractivité d'une société, à défaut de se retrouver peut-être dans la valeur? Je ne sais pas s'il y a une valeur ISR. On a eu beaucoup de débats sur la valeur verte. Peut-être que demain, il y aura des débats sur la valeur carbone des actifs. Mais si je me mets uniquement du côté de l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, pour aller lever des capitaux, pour aller chercher des financements, avoir une stratégie RSE, ISR ou avoir des actifs labellisés, ça se monétise? Alors, se monétiser, peut-être pas directement, mais clairement être un argument commercial, entre guillemets, oui. On a senti effectivement qu'il y avait une forte évolution du secteur de la finance sur ces sujets, comme on l'illustre la réglementation. Tout ça, c'est issu du plan finance durable européen. Donc, on sent qu'effectivement, la finance a migré pour intégrer ces sujets, d'abord environnementaux, ensuite socio-sociétaux. C'est aussi l'intérêt de la démarche, c'est que quand on parle de Green Deal, c'est une première étape, mais il y a aussi tout ce qu'évoquait Eric sur le social ou le Sustainability Linked Bonds, qui n'est pas forcément que lié à des sujets environnementaux. Il y a aussi effectivement l'intégration de thématiques sociétales, de résilience des modèles. Et on a vraiment vu que la sphère financière a migré sur ces sujets, et ça concerne effectivement aussi bien les banques que les investisseurs, que les gestionnaires. Sur plusieurs années, on a effectivement des rankings ou des agences de notation extra-financières qui ont émergé et ont sollicité les entreprises et se sont fait un nom, ce qui fait que désormais dans la sphère financière c'est connu, ils utilisent les datas de ces sociétés, et en direct maintenant on reçoit même des sollicitations d'investisseurs sur ces thématiques, avec une volonté d'avoir un dialogue nourri avec les entreprises à ce sujet pour comprendre l'impact carbone. Et de l'autre côté, on a aussi des sachants qui nous interpellent et qui nous challenge sur ces thématiques. Donc je pense que c'est vraiment un sujet de préoccupation. Après, savoir si c'est une question de gestion des risques pour le secteur financier, certainement, puisque c'est une approche qui a été amenée. Mais je pense que désormais, il y a toute une partie de la finance qui en fait un argument aussi de différenciation et de valeur ajoutée à apporter aux clients finaux. Donc ça se paye, ça. C'est quand on va lever un financement, un green bonds par rapport à un financement classique, il y a des points de base, il y a une prime de risque en faveur du green bond. C'est en train de se dessiner, effectivement. Chez Covivio, on a émis deux green bonds en 2016, où on n'avait pas une différence sur les taux qui était sensible, mais qui s'est davantage dessiné lors de l'émission du deuxième green bond de fin 2019. Et effectivement, il y a une vraie accélération de l'intérêt des financiers pour le sujet ESG. Alors en France, il y a eu un élément peut-être un petit peu déclencheur quand même, c'est l'article 173 de la loi de transition énergétique qui impose à un certain nombre d'investisseurs et aux institutionnels d'expliquer dans leurs publications annuelles en quoi leur participation, leurs investissements participent de la trajectoire 2 degrés de l'accord de Paris de décembre 2015. Évidemment, ça a mis un coup de spot énorme sur le sujet carbone. Et nous, ce qu'on doit dire aussi, c'est qu'il y a là aussi, pas que l'énergie et pas que le carbone. En fait, il y a des tas d'autres sujets, la qualité de l'air, effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure, tous les sujets de santé, confort, bien-être qui ont pris un relief différent et encore plus fort avec la crise sanitaire. Donc, et la question des agences de notation, certaines sont même spécialisées vraiment dans une approche risque, comme Sustainalytics par exemple, donc qui a vraiment aussi ce tropisme et qui sont réellement écoutés, utilisés dont les travaux sont réellement utilisés par les investisseurs. Moi, je participe régulièrement à des roadshows avec notre directeur financier. Et je me rends compte que, en fonction de nos interlocuteurs, les agences de notation suivies ne sont pas les mêmes. Ils ont tous tendance à repondérer les résultats des notations des agences qu'ils utilisent. Mais en tout cas, l'ESG est vraiment devenu un critère fort par rapport à la planète financière. Ça veut dire, oui, peut-être. Juste pour rebondir sur la crise sanitaire, en fait, elle joue un rôle d'accélérateur parce que finalement, les financiers, pourquoi ils veulent financer la transition, c'est parce qu'ils ont compris que c'était un problème de stabilité financière à long terme. La crise du Covid a montré qu'on pouvait perdre 5 points de PIB. Le climat, on estime que ça peut coûter 20 points de PIB en 2050 en moins. Et donc, les banquiers, enfin les banques centrales européennes et mondiales ne veulent pas veulent anticiper ça et le prévenir.
C'est la raison pour laquelle ils sont en train de faire des stress tests climat, de la même manière que on intègre dans les ratios prudentiels des banques aujourd'hui ces critères environnementaux et sociaux. Et donc c'est en train de dégringoler sur les émetteurs quoi aujourd'hui. C'est ça la réalité. D'accord. Ce qui veut dire que ça change vraiment quoi. En fait. Ce qui veut dire que c'est une question aussi de liquidité plus que de valeur d'entreprise. C'est peut-être de liquidité de placement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que des allocataires d'actifs vont dire j'arrête d'acheter telle entreprise parce qu'elle est dans l'énergie fossile, telle entreprise parce qu'elle émet X% de carbone, etc., etc. C'est là l'enjeu en fait. Alors ça peut être vu négativement comme cela, comme c'est fait sur certains secteurs d'activité comme le charbon, par exemple, ça se fait déjà. Ça se fait pas, je crois, à ma connaissance, sur le secteur de l'immobilier. Mais à l'inverse, ça peut être vu positivement, je pense, comme un bonus de ceux qui ont mis en place des démarches qui se concrétisent sur leurs actifs. Moi, j'ai plus tendance à penser que ce sera plutôt un bonus qu'un malus, mais peut-être ça passera dans un premier temps par un bonus avant que ça se transforme en malus aussi. Ça, c'est mon côté pervers. Je suis désolé, je suis un journaliste, il voit toujours que les mauvaises nouvelles. Non. Jean-Éric, sur cette liquidité, est-ce que demain on achète la liquidité sur des placements long terme? Il n'y a pas plus long terme que l'immobilier. Oui, en fait, alors il y a deux choses. Dans ce que tu indiques, il y a l'échelle du green bond, par exemple, où là, les green bonds en fait sont adossés véritablement à un portefeuille donné, à certains immeubles en particulier. Et donc le sujet du financement, ça va être le financement de la construction ou de la rénovation d'immeubles avec un niveau d'ambition sur notamment la matière environnementale et sociale. Et c'est au vu de ça que les investisseurs vont avoir envie de mettre au pot ou pas dans l'émission en question. Et puis après, il y a le sujet de l'entreprise elle-même, comment elle est pricée, comment elle est jugée par les investisseurs. Il y a vraiment ces deux niveaux. Je reviens juste sur le terrain, par exemple, avec les élus locaux. Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Parce qu'il y a un certain bashing un peu sur le commerce, sur l'immobilier, c'est émetteur de CO2, c'est émetteur d'énergie, etc., etc. On accuse un petit peu à chaque fois l'immobilier de tartiner, d'artificialiser des sols, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, quand vous remettez ce corpus de réglementation, quand vous remettez en perspective vos politiques RSE et toutes les démarches que vous faites, est-ce que l'élu local qui signe le permis de construire pour éventuellement une extension d'un centre commercial, est-ce qu'il en a conscience de ça? Je pense qu'effectivement, ça fait partie du dialogue qu'on construit avec eux pour leur valoriser l'ensemble de la démarche et pas uniquement des aspects réglementaires également, puisqu'effectivement, eux ont la charge de vérifier que c'est bien pris en compte dans nos projets. Et nous, effectivement, on apporte la démarche globale uniquement qui montre l'ensemble, pas uniquement l'environnement, le social, le sociétal. Nos actifs sont insérés dans des territoires, ils apportent de l'emploi local, ils participent à la vie citoyenne locale, et c'est tout ça qu'on amène quand on défend un projet avec la stratégie d'entreprise. Et qui, à mon sens, fait la différence, puisqu'effectivement, généralement, dans les dossiers d'autorisation, ils ont plutôt un focus environnemental sur des sujets comme la réglementation thermique. Et en fait, il faut sortir de ce cadre uniquement réglementaire et montrer la valeur ajoutée de nos actifs sur nos territoires. On assiste vraiment à un changement d'échelle, c'est-à-dire que la conception de nos immeubles n'est pas centrée uniquement sur l'actif. On est de plus en plus sur des sujets qui vont être son interaction avec son environnement. C'est vrai sur des sujets de biodiversité, c'est vrai sur des sujets d'énergie, et de plus en plus avec l'apparition des smart grids et leur développement à venir. C'est vrai pour mesurer l'empreinte socio-économique territoriale d'une opération et ensuite de la vie de l'immeuble. C'est vrai par rapport à tous les sujets de renouvellement urbain, les problématiques de mobilité, par exemple. Donc c'est une prise en compte qu'on a aujourd'hui de plus en plus, et effectivement très en lien avec d'autres acteurs du territoire et bien sûr les collectivités. Nous, on observe quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on observe quand même une montée en compétences des élus locaux et de leurs équipes municipales sur un bâtiment bas carbone ou un quartier durable. Ils savent quels sont les critères qu'il faut imposer dans les cahiers des charges, quoi. Donc c'est un train ça percole, quoi, en fait. Donc, ça diffuse partout. Ouais, ça vient par l'Europe, par les banques, mais ça vient aussi par les élus locaux sur le territoire. Donc le mouvement, mais c'est parce qu'il y a une pression de la population. Enfin, c'est politique aussi. Ouais.
Un petit mot de conclusion peut-être là sur comment vous accompagnez ces investisseurs qui sont engagés dans cette démarche, au-delà du magnifique slide avec toutes les boîtes vertes. Là, je pense qu'il faut un petit travail de pédagogie. C'était pour montrer dans les boîtes vertes, c'était juste pour montrer l'ampleur des réglementations qui sont en train d'être construites pour contraindre l'économie à évoluer dans cette direction-là. Après, nous, moi, je préfère l'incitation plutôt que la contrainte. Donc, c'est ce à quoi nous, on travaille. Nous, on sert à ça. On est des facilitateurs. Et donc, et alors, juste une anecdote. Nous, on est un des premiers labellisateurs des fonds d'investissement. Et donc là, l'immobilier vient d'être ouvert pour être labellisé en France. Et donc, je peux juste vous dire que j'ai une grosse partie de mes équipes qui croulent sous les demandes. Donc, ce qui montre bien quand même que les gestionnaires de fonds, les sociétés de gestion françaises investies dans l'immobilier, aujourd'hui, elles veulent se différencier avec ce label. Donc ça, c'est une réalité, mais c'est quasiment une bulle, quoi. Ah bah c'est... Mais moi, j'ai été surpris, si vous voulez, le lendemain de l'ouverture à la labellisation, mais il fallait que je démarre dans la nuit tous les dossiers, quoi. C'était réellement ça. Ah bah c'est bien, il y a de l'appétit, il y a de l'envie, voilà. Il y a de l'envie de faire. Voilà, voilà. Bon, le prochain challenge, c'est d'être dans les 15%, c'est ça? C'est un challenge interne, presque. Oui, bah, c'est toujours motivant d'être dans les meilleurs, donc oui. Ouais. Challenge accepté. Pareil. Oui, le challenge de la taxonomie aussi. Hein. Je crois que c'est une taxonomie européenne. Comme l'a dit Eric, en fait, c'est très observé aussi par d'autres pays du monde. Ce qu'il faut quand même constater, c'est que sur les agences de notation, la grande agence de notation française Vigeo a été rachetée par Moody's, que la grande agence de notation allemande Ocom a été rachetée par ISS, qui est américain, que Sam Group, qui produit le Dow Jones Sustainability Index, a été racheté par S&P. Bon, je vais pas tous les passer. Ok, non, mais ils ont compris où était le business de demain, quoi. On prend bien que la lecture aujourd'hui est de plus en plus américaine, nord-américaine. Et donc la question qu'on aura à se poser aussi, me semble-t-il, c'est la compatibilité entre la taxonomie, qui va être évidemment une règle du jeu forte pour nous, et puis des demandes qui s'exprime à un niveau international plus large, parce que quand on émet un green bond, il n'y a pas que des investisseurs européens qui investissent pour trouver une cohérence dans tout ça. Bon, eh ben, moralité, Eric, vous avez encore un tout petit peu de travail. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette conférence, cette table ronde sur l'investissement socialement responsable. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour parler de l'investissement territorialement engagé. On va revenir sur les territoires. Merci et à tout de suite. Merci.